Bienvenue les cadettes et les cadets. Maintenant qu'on a fini le recueil des besoins pour notre client, nous allons mettre en place les outils nécessaires pour bien travailler sur votre projet. Le premier des outils que je vais vous demander d'installer, c'est Git. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que avant le grand cataclysme, quand les IA ont pris le contrôle d'Internet, la maîtrise de ce genre d'outils était un point clé que vous pouviez mettre en avant lorsque vous débutiez dans le métier. En effet, entre deux développeurs qui finalement maîtrisent les différents langages du développement de manière assez similaire, vous étiez souvent jugé sur la maîtrise de ce genre d'outils un petit peu transversaux. C'est pourquoi il était important de bien montrer que vous maniez ce genre d'outils. Comme ça, vous pouviez vous démarquer par rapport à d'autres juniors qui pouvaient également passer les mêmes entretiens que vous. Mais Git, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil de versionning. Le versionning en informatique, ça nous permet de travailler sur un projet et de faire des points d'étape pour pouvoir revenir potentiellement en arrière. Cela nous permet d'avoir un historique de notre projet. Si jamais, par exemple, pour une raison X ou Y, on souhaite revenir à un état antérieur, nous pouvons, grâce à Git, lui dire « Voilà, je souhaite que tu reviennes à cet état-là que j'avais enregistré ce jour, cette heure. » Ça nous permet donc de pouvoir revenir en arrière pour voir ce qui a été modifié. Ça nous permet potentiellement de supprimer des modifications que finalement nous ne souhaitons pas intégrer dans notre projet. Mais ça nous permet aussi de travailler à plusieurs. En effet, quand on est plusieurs développeurs à travailler sur un même projet, il faut à un moment donné que nos modifications que l'on fait chacun de notre côté sur notre ordinateur soient fusionnées dans un même projet. Nous pourrions prendre fichier par fichier dans notre projet et dire bah voilà, moi j'ai modifié cette partie, toi tu as modifié cette partie, on met nos modifications en commun. Mais ce serait long et fastidieux et surtout une grosse source d'erreur. Git nous permet, avec un outil qui s'appelle le merge, qu'on verra un petit peu plus tard, de prendre la partie que mon collègue a fait, ma partie à moi, et de les fusionner dans un même projet. Lui fera en sorte de mettre dans chacun des fichiers toutes les modifications qui ont été faites. Et s'il y a un endroit où il ne sait pas quelle modification prendre, il vous indiquera qu'il y a ce qu'il appelle un conflit que l'on peut résoudre. Et donc, vous aurez à choisir entre votre modification et les modifications qui ont été faites par un ou plusieurs de vos collègues. Ça vous permettra donc vraiment de pouvoir travailler en équipe sereinement sans avoir à vous soucier de ce que les autres ont fait. Git se chargera de faire la fusion pour vous. Le dernier avantage que peut apporter Git, c'est d'avoir la possibilité donc d'avoir des endroits pour stocker vos projets en ligne. Ces endroits pour stocker les projets, on en a vu un dans le chapitre précédent, c'est par exemple GitLab. Vous en avez d'autres, GitHub, Bitbucket et encore d'autres endroits. Ça vous permet donc de sauvegarder votre projet en ligne et donc de pouvoir l'avoir sur plusieurs de vos ordinateurs. Par exemple, j'ai un ordinateur fixe et un ordinateur portable, j'ai un ordinateur personnel et un ordinateur professionnel, et je peux travailler sur l'un. Une fois que j'ai fini ce que j'ai à faire, je fais ce qu'on appelle un commit. Le commit, c'est justement dire à Git, voilà, je veux que tu sauvegardes à cet endroit-là, on le verra un petit peu plus tard. Et du coup, vous faites votre commit, vous envoyez votre modification sur GitLab, sur GitHub, ou là où vous stockez vos repositories, et depuis votre autre ordinateur, vous pouvez faire ce qu'on appelle un git pull, donc récupérer les modifications et les remettre sur votre nouvel ordinateur et vous aurez toujours le dernier état de votre projet, quel que soit où vous travaillez. Donc maintenant, la première chose que l'on va faire, c'est installer Git. Pour installer Git, si vous êtes sur un OS de type Unix, Linux ou Mac, vous pouvez déjà vérifier si Git n'est pas installé de version native dans votre OS. Donc pour faire ça, il suffit de mettre git -version. Et donc si vous avez ce message avec le numéro de version, c'est que Git est déjà installé sur votre machine. Vous n'avez donc pas besoin de l'installer. Si vous avez besoin de l'installer, donc pour un système Linux de type Debian par exemple ou Ubuntu, vous pouvez faire un sudo apt install git. Vous faites juste ça. Il va donc vérifier dans les paquets disponibles pour votre OS et votre distribution si Git est bien disponible. Et là, vous voyez que j'ai bien Git qui est déjà installé dans sa version la plus récente.
Si vous êtes sur autre chose, que vous n'utilisez pas apt pour le gestionnaire de paquets parce que vous êtes sur une autre distribution Linux, n'hésitez pas à l'utiliser, donc le gestionnaire de paquets de votre distribution pour installer Git de la même manière, ça fonctionnera très bien. Pour ce qui est de macOS, vous pouvez utiliser Homebrew. S'il n'est pas déjà installé, il y a de grandes chances que pour macOS, si vous avez une version récente, il soit déjà installé. Pour ce qui est de l'installation sur Windows, je vous invite à vous rendre sur le site de Git, donc git-smc.com, et d'aller dans la partie Download. Une fois dans la partie Download, vous allez sur Windows, vous téléchargez donc l'installeur pour votre version de Windows. Donc moi je vais prendre ma version et je la mets dans mes téléchargements. Une fois qu'elle est téléchargée, je lance l'installation. Pour ce qui est de l'installation, il va me demander ce que je souhaite installer avec Git. Moi, je vais lui installer également les éléments qui vont me permettre d'utiliser Git en ligne de commande dans le terminal. Ensuite, il vous demande quels sont les fichiers qui peuvent être associés à Git. S'il utilise aussi les fichiers un peu lourds, parce que normalement Git essaye d'ignorer les fichiers un peu lourds, parce que je vous rappelle que un des avantages de Git, c'est de pouvoir stocker vos fichiers, vos projets sur un outil en ligne comme GitLab, GitHub, et il évite de stocker des fichiers trop lourds en ligne. Donc voilà, et ça va nous permettre, donc je lui donne ces informations-là pour pouvoir en installer. Ensuite, il me demande quel est l'outil que je vais utiliser comme éditeur de texte par défaut. Donc, il y en a plusieurs. Moi, j'utilise de toute façon Vim. Alors faites attention, Vim est un éditeur de texte un petit peu complexe à utiliser quand on ne connaît pas. Essayez de voir sinon pour un autre si jamais vous ne connaissez pas Vim. Sinon, essayez de l'apprendre, c'est un outil qui est très utilisé par les développeurs. Ensuite, il va vous demander ce que vous souhaitez faire par rapport à la branche. Alors, soit vous lui dites que Git décide, donc par défaut c'est master. Moi, je l'appelle plutôt main. Ensuite, il vous demande si vous voulez pouvoir utiliser Git avec un outil tiers et en ligne de commande ou en ligne de commande uniquement, ou si vous souhaitez ajouter un prompt spécifique. Alors là, moi, je vais lui laisser ça. En plus, non seulement c'est recommandé, mais en plus de ça, ça me permet, si je le souhaite, comme moi je l'utilise en ligne de commande, mais également avec un outil tiers, c'est plus intéressant. Ensuite, il nous demande si on va utiliser donc le OpenSSH de la machine ou si on en utilise un externe, on va utiliser celui de la machine. Pareil pour celui-ci, est-ce qu'on utilise plutôt OpenSSL ou le Windows Secure Channel? On va utiliser OpenSSL pour s'identifier, puisque du coup, vous verrez que lorsque l'on fait une récupération d'un projet sur GitLab ou sur GitHub, vous pouvez le faire via HTTPS ou via SSH. On en reparlera quand on fera cette partie-là. Et vous pourrez vous connecter à GitLab directement via SSH, donc grâce à OpenSSL. Ça, on en reparlera, on fera un point spécifique quand ce sera nécessaire. Ensuite, on va laisser cette option-là pour avoir un système Unix pour les commits. Comme ça, si jamais vous travaillez et sur Windows et sur Unix, donc Linux ou macOS, ça vous permet quand même d'avoir un système commun. Comme le checkout, vous le faites sur la machine sur laquelle vous êtes, de toute façon, ça n'impactera pas si jamais vous souhaitez faire un autre système sur une autre machine. Donc, on va garder cette option-là. Ensuite, là, il vous propose d'utiliser un terminal qui est un petit peu spécifique à Git. Donc, on va l'installer. Il y a la version par défaut, celle de Windows, j'aime pas trop son terminal, donc on va installer mint.tty. Ensuite, pour le fast forward, pour le pull, donc ça, c'est quand on récupère depuis un repository en ligne un projet, il va vous demander s'il fait un fast forward ou un merge, ou est-ce qu'il sinon il fait un rebase, ou est-ce qu'il fait seulement un fast forward tout le temps. On va laisser cette option-là, tout simplement parce que vous verrez tout à l'heure quelle est la différence donc, avec le merge, le fast forward, le rebase et tout ça. On le revoit dans les options un peu plus bas, mais vous verrez que un merge, c'est rassembler un historique avec un autre.
Donc le merge est plus intéressant parce que si vous avez des modifs qui sont en ligne mais qui ne sont pas sur votre machine, au moins elles sont fusionnées dans un même historique. Ensuite, il vous demande si vous allez utiliser des credentials, ça on va le mettre. Et il vous demande s'il y a un système de cache. Oui, un système de lien symbolique, c'est pas nécessaire, donc on va pas le mettre. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez utiliser la pseudo-console ou le système de monitor. Ça, c'est pas très intéressant, c'est pas très utile pour l'instant. C'est plus pour des gens qui sont beaucoup plus expérimentés. Disons que quand on débute, c'est pas nécessaire, donc autant ne pas les installer. Donc j'installe ma version de Git. Petite ellipse temporelle pour la fin de l'installation. Et donc ici, il va vous demander si vous lancez Git tout de suite, c'est ce qu'on va faire. Et on n'a pas besoin de lire la note de release, donc je la décoche. Automatiquement, donc il me lance le terminal qu'il vient d'installer donc pour Git, qui est spécifique à Git. Alors vous pouvez vous rendre dans un dossier pour commencer à utiliser Git, ou au moins vérifier que Git a bien été installé sur votre machine. Vous voyez que j'ai bien Git d'installer, donc ça c'est nickel. Maintenant on va passer sur Linux pour vous montrer comment on configure et on initialise Git. Maintenant que vous avez vu comment installer Git sur Windows, nous allons commencer par voir comment paramétrer Git. Les deux paramètres indispensables pour votre système Git, ce sont vos name et email. Parce que quand vous faites des commits, donc ce que je vous disais tout à l'heure, des enregistrements de votre point d'étape, il va toujours noter qui a fait ce commit. Donc pour pouvoir vous identifier auprès de Git quand vous faites un commit, il est indispensable qu'il connaisse votre nom et votre email. Donc la première fois que vous avez installé Git, il va vous demander de renseigner ces deux informations. Alors, pour ce faire, vous allez aller dans un terminal, n'importe lequel, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le projet dans lequel vous allez travailler, puisque ça va être un paramétrage global. Alors moi, là, je suis sur le dossier de notre projet pour pouvoir commencer, mais vous pouvez vous mettre dans n'importe quel dossier. La première chose que vous allez faire, c'est donc de renseigner votre nom. Alors là, je copie la commande. Vous avez donc le nom du logiciel, Git, la commande qu'on va faire, donc config. Là, je vous ai dit, c'est bien une configuration globale. Et vous allez lui enseigner le name du user. Donc, vous mettez ici votre nom. Vous pouvez mettre un vrai nom, un pseudo. Alors, quand vous travaillez en entreprise, il est toujours mieux de mettre un vrai nom, prénom pour pouvoir vous identifier. Par contre, si vous êtes sur un ordinateur personnel et que vous faites des projets personnels, il n'est absolument pas obligatoire de renseigner un nom et un prénom. Vous pouvez mettre un pseudo. Là, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un nom de renseigné. Et si jamais vous voulez changer le paramètre uniquement pour le projet dans lequel vous êtes, donc dans le dossier sur lequel vous êtes, vous pouvez simplement enlever le global et vous allez renseigner uniquement le nom pour ce projet-là. Par exemple, ça peut être intéressant si vous avez une config globale professionnelle sur votre ordinateur du boulot et que dessus, par exemple, vous avez un projet personnel, et ben vous pourrez modifier uniquement pour le projet dans lequel vous êtes le nom pour ce projet-là. Ou le contraire, si vous êtes sur un dossier, sur un ordinateur où vous avez plutôt l'habitude d'utiliser un pseudo et que vous voulez renseigner un nom complet, vous pouvez également. Ensuite, le deuxième paramètre qui nous intéresse, c'est, comme je vous le disais, l'email. Pour l'email, vous avez exactement le même type de commande, config global, user, et au lieu de name, vous avez email, et là vous mettez votre email. Donc pareil, je ne vais pas renseigner, puisque moi j'ai déjà renseigné la mienne. Et pareil, vous pouvez enlever le global si vous voulez changer l'email uniquement pour le projet dans lequel vous êtes. Maintenant qu'on a paramétré Git, la prochaine étape est d'initialiser Git dans notre projet. Pour ce faire, je vais d'abord commencer par créer un premier fichier ici. Alors la création de ce fichier n'est pas fait pour initialiser Git, c'est pour vous montrer la différence quand on est dans un projet sans et avec Git. Donc là, je suis dans un projet où je n'ai pas encore Git. Donc vous pouvez voir que votre fichier est écrit en blanc, c'est un nouveau fichier mais il est écrit en blanc, et vous voyez qu'ici il n'y a rien d'écrit. Donc on va initialiser Git, et vous allez voir qu'il va y avoir une différence. Je fais juste donc git init, et ça va m'initialiser Git dans mon dossier. Vous voyez qu'il m'a créé un dossier git.git dans mon dossier. Si je regarde, je peux faire ls-a, ce qui me permet de lister également les fichiers et les dossiers cachés, puisque quand il y a un dossier qui est en point quelque chose, c'est un dossier caché sur un système Linux. Et vous voyez que j'ai bien un dossier .git qui a été créé à la racine.
Et maintenant, vous voyez ici dans votre Visual Studio Code, votre fichier est écrit en vert et il est marqué U. Alors, quand un fichier est écrit en vert et qu'il y a un U ici, ça veut dire que votre fichier est nouveau, qui n'a pas encore été ajouté dans Git. Si vous faites un Git status, vous voyez qu'il n'y a pas encore de commit, donc on n'a pas encore fait d'enregistrement de point d'étape, et vous voyez qu'ici, j'ai bien un nouveau fichier et qu'il est non suivi. Donc non suivi, U. Le U désignant untracked, donc non suivi en anglais. Donc comme notre fichier est non suivi, ce qu'on va faire, la première chose, c'est de l'ajouter. Donc je fais un git add, ça permet de dire à Git, ajoute ce fichier dans les fichiers que tu suis. Ce sont donc des fichiers ou des dossiers que Git va écouter pour savoir s'il y a des modifications. Donc je peux mettre le nom du fichier, mais je peux également mettre git add point. Le point veut dire tout. Cela veut donc dire que ce sont tous les fichiers qui sont dans le dossier dans lequel je suis. Attention à cette commande parce que vous pouvez également rajouter des dossiers et des fichiers que vous ne souhaitez pas. Donc, je vous conseille de passer plutôt par le git add en listant les fichiers. Vous pouvez également d'ailleurs mettre plusieurs fichiers que vous souhaitez ajouter. Ça marche très bien. Vous pouvez également mettre juste ça. Et donc, si vous mettez index, il va essayer tous les sous-dossiers et le dossier dans lequel il est pour trouver tous les fichiers qui commencent par index. Et donc, il va indexer, suivre tous les fichiers qui va commencer par index. Maintenant, si je fais un git status, tout à l'heure, vous aviez vu qu'il était en rouge ici, en non suivi, et que si je fais un git status maintenant, vous voyez que modifications qui seront validées, donc ce sont les fichiers qui ont été ajoutés. Là, vous voyez qu'il indique ça, c'est un nouveau fichier pour lui. Donc, ce n'est pas un fichier qu'il connaissait d'avant. Donc, il vous le met en nouveau. Dans Visual Studio Code, le fichier maintenant est en A, ce qui veut dire added, donc ajouté. Mais il n'est pas encore committé. Donc, ce que je peux faire, c'est faire mon premier commit. Pour faire un commit, plusieurs solutions. Je peux mettre juste git commit. Ça va m'ouvrir le logiciel de traitement de texte associé à votre terminal. Ça va dépendre totalement de votre machine. Si jamais d'ailleurs vous souhaitez le changer, vous pouvez le changer en faisant git config --global core.editor et vous mettez ici votre éditeur préféré. Moi j'ai Vim, c'est mon éditeur par défaut. Si vous souhaitez utiliser autre chose, Nano, Gedit, ça vous décidez celui que vous souhaitez. Donc, la première chose que je vais faire, moi, c'est un git commit. Donc, ici, vous pouvez voir que je peux renseigner. Donc, il m'a mis des commentaires ici, il m'explique un petit peu comment ça fonctionne, il me met la liste des éléments qui ont été modifiés, et moi, je vais mettre un message de commit. Donc là, je vais mettre que c'est le début de mon projet. Donc, je vais mettre first commit, par exemple, ou project started. L'anglais n'est pas obligatoire, cependant il est fortement recommandé étant donné qu'aujourd'hui l'anglais est quand même la langue officielle de l'informatique. Donc il va falloir s'y mettre, même si on n'est pas très à l'aise avec, il va falloir s'y mettre parce que c'est important pour pouvoir avoir une langue commune avec d'autres développeurs, de parler à minima l'anglais. Si jamais vous êtes sur un projet personnel et que vous ne souhaitez pas utiliser l'anglais, libre à vous d'utiliser du français. Donc une fois que j'ai fini ça, j'enregistre et mon commit a été fait. Donc si maintenant je retourne ici dans Visual Studio Code, vous voyez que mon fichier est repassé en blanc et qu'il n'y a plus rien d'écrit ici parce que je n'ai plus de modification. Si maintenant ici je fais un git status, vous voyez que je n'ai plus rien à valider. Donc il n'y a pas de modification à faire. Ensuite, si maintenant vous faites une modification ici dans votre fichier, j'ai fait une modification dans mon fichier. Vous voyez que maintenant mon fichier est passé en M. Le M veut dire modified. Ici, si je fais un git status maintenant, vous voyez que j'ai donc un fichier. Il n'est pas encore added. Il va falloir que je l'ajoute si je veux faire un commit avec ce fichier-là. Et je peux, si je le souhaite,
faire un restore. Donc ça veut dire que je peux, si je le souhaite, revenir à son état initial. Moi, ce que je veux, c'est faire un commit et je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire un autre type de commit. Donc, je peux faire un git add. Je vous avais dit, c'est mieux de mettre juste le nom du fichier. Voilà. Maintenant, si je mets status, vous voyez que il est passé de rouge à vert. Donc, ça veut dire que il est modifié, mais il a bien été ajouté. Dans Visual Studio Code, il reste en modify. Donc là, il n'y a pas de changement. Il reste bien avec un M. Et donc, pour faire le commit, j'ai une autre solution qui va être git commit-m. Et là, je mets mon message de commit comme... je vais mettre first modification. Donc ça, c'est une autre façon de faire le commit, un peu comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans l'éditeur de texte. Vous mettez votre message, le "-m" étant le raccourci pour message, et vous faites votre commit. Donc maintenant, vous voyez que si je refais un git status, je n'ai plus de modification, j'ai plus de modification, ça a bien été pris en compte. Troisième façon de faire, je vais faire une nouvelle modification de mon fichier. Mon fichier repasse en modify. Si je refais un git status, il passe bien en modify. Et donc maintenant, ce que je peux faire, c'est faire un git commit-am. Le A étant un raccourci pour add. En fait, ce qu'il va faire quand vous faites un "-a", c'est de faire un add pour tous les fichiers qui ont déjà été committés au moins une fois. Étant donné que index.html a déjà été commité une fois, le "-add va l'ajouter automatiquement pour le commit. Le M, donc je pourrais faire "-a-m". En système, dans un terminal, vous pouvez rassembler quand vous avez plusieurs tirets. Et donc je mets mon message de commit, second modification. Et donc là, vous voyez que mon fichier a bien été commité sans que j'ai eu besoin de faire un add avant. Attention, ce add là est comme le add point, puisque du coup, potentiellement, il y a peut-être d'autres fichiers que vous avez modifiés qui ont déjà été committés une première fois, mais que vous ne souhaitez pas commiter dans ce commit. Faites attention de bien regarder tous les fichiers qui ont été modifiés avant de faire un git commit-a. La commande suivante qu'on va voir avec git, c'est le status. Alors, on l'a vu plusieurs fois, ça permet tout simplement de voir dans quel état on est. Si j'ai pas de modification, si j'ai une modification mais avec un fichier qui n'a pas été ajouté, je vais rajouter un nouveau fichier, on va l'appeler style.css. Voilà. Si je regarde, j'ai bien deux fichiers, un nouveau, un modifié. Là, je ne veux ajouter que mon fichier style. Je ne veux pas commiter mon fichier index. Je fais donc git add style. Et si je refais mon status, vous voyez que j'ai un en vert, un en rouge. Je ne suis pas obligé de commiter toutes mes modifications sur le même commit. Il est même bien, parfois, de faire des commits avec que certains fichiers, puisque du coup, vous allez devoir indiquer dans le message de commit ce que vous venez de faire dans ce commit. Il est mieux que toutes les modifications que vous committez soient bien en rapport avec le message. Donc si jamais vous avez fait plusieurs modifications, par exemple une correction de bug et un ajout de fonctionnalité, de ne commiter que, pour le message où il y a le bug, de ne commiter que les fichiers qui concernent la correction de bug, et dans le message où vous avez rajouté la nouvelle fonctionnalité, de n'ajouter que les fichiers qui concernent l'ajout de cette nouvelle fonctionnalité. Maintenant, si je fais un git commit, je peux mettre donc new CSS file. Si je fais un git status, vous voyez que j'ai encore mon fichier index qui n'est pas suivi, mais le fichier style a disparu. Parce que le fichier style a été ajouté dans ce commit, mais pas le index.html. Maintenant, ce qu'on va voir, ce sont les logs. Pour les logs, vous avez plusieurs solutions. Celle-ci, c'est le log de base. Donc là, vous voyez, en fait, ce sont les différents commits que j'ai fait sur mon projet. Vous voyez que j'ai le message que j'ai indiqué, la date et l'heure sur laquelle ce commit a été fait, mon pseudo et mon email par rapport au pseudo.
ensuite vous avez ce qu'on appelle l'ID du commit. Ça, c'est l'identification, c'est l'identifiant unique de ce commit. Si jamais vous souhaitez revenir en arrière sur un commit, c'est cet ID que vous allez devoir renseigner. Et vous voyez que j'ai bien les 4 commits que j'ai déjà faits qui sont listés ici. Ensuite, vous avez ici, il vous indique donc la branche dans laquelle vous êtes. Les branches, on va en parler juste après. Et le head, c'est l'endroit où vous êtes en train de lire. C'est-à-dire vraiment ce que vous avez ici dans les fichiers, c'est là où est le head. Donc en fait, le head peut être modifié. Ça permet de revenir en arrière, juste pour voir par exemple un fichier dans son état, il y a 2 ou 3 commits. Ben, vous pouvez bouger votre head ici et vous verrez en fait les fichiers ici. Vous les verrez en fonction de là où est le head. Donc en fait, le head, c'est vraiment là où vous voulez vous mettre pour Git. Cette visualisation-là des logs, elle n'est pas très pratique à voir. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, ça peut être, si les messages sont un peu longs, ça peut être un peu long. En plus, si vous avez beaucoup de commits, ça peut être très vite indigeste. Donc vous avez d'autres visualisations possibles. Donc là, pour quitter, vous mettez Q pour quitter la visualisation sur laquelle on était là à l'instant. La deuxième solution, c'est de mettre --one line, donc en une ligne. Donc là, vous avez à chaque fois l'ID raccourci de votre commit, là où vous êtes actuellement, donc le head est sur main à cet endroit-là, les messages des commits. Mais pareil, ici, il vous manque des informations, et si vous êtes sur plusieurs branches, c'est pas très lisible. Donc, pareil, petit Q, et on sort de cette visualisation. Donc, pour faire une visualisation un petit peu plus jolie, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser cette commande. Donc, je vous la fournis dans le cours à l'écrit juste en dessous. Vous avez juste à rentrer, vous copiez-coller cette commande, et en fait, vous voyez ce que ça fait une config au niveau global, et ça rajoute un alias, donc une nouvelle commande Git, qui sera la commande LG, donc un peu comme log. J'ai rajouté donc une commande qui ressemble à log. Quand vous lancez LG, ça va lancer cette commande à la place. Donc en fait, ça fait un log, mais de manière un petit peu plus complète, avec plein de petites options derrière. Donc là, je ne vais pas l'entrer, puisque moi, mon ordinateur la connaît déjà. Et ce que vous pouvez faire, c'est donc faire un git lg. Et là, vous avez un petit peu plus d'informations avec des couleurs et tout, et c'est quand même plus pratique. Donc vous avez, pareil, l'identifiant unique de votre commit, là où vous êtes, le message. Et cette fois-ci, maintenant, comme sur le OneLine, mais avec des informations supplémentaires, l'heure et la date sur laquelle vous êtes, et le pseudo de la personne qui l'a fait. Si vous vous mettez dans un projet un petit peu plus important, donc là, c'est le projet du site sur lequel vous êtes actuellement. Si je fais un git lg, vous voyez que j'ai un petit peu plus de commits. Pas mal. Et donc, ce que vous voyez ici, ce sont les branches. Donc en fait, là, j'ai travaillé dans une autre branche. Donc les branches, pareil, comme je vous disais tout à l'heure, on en reparle juste après. Et donc ici, vous voyez que j'ai travaillé dans une autre branche, et donc qui a été ensuite fusionnée. Donc ça, c'est ce qu'on va faire quand on travaillera à plusieurs. Donc là, par exemple, on va dire que c'est moi qui ai travaillé jusqu'ici. Et après, ça, ce sont des commits que mon collègue a fait, on va dire. Et ben du coup, vous voyez que Git, il a rassemblé ma dernière modification, mon dernier commit, avec les commits que mon collègue a fait. Et donc, il les a rassemblés ici, dans un nouveau commit, où il y a les modifs que moi j'ai faites, et les modifs que mon collègue a fait. Et donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un merge. Pareil, le merge, on le voit un petit peu plus tard. Maintenant, si on revient ici, on va pouvoir voir les branches. Alors, comment fonctionnent les branches? Alors, déjà, il va falloir qu'on commit notre dernier fichier, puisqu'on ne peut pas changer de branche tant qu'il y a des modifications qui ne sont pas committées. Donc, je vais mettre last commit for index.html. OK. Donc là, mon projet est propre, je n'ai plus de modifications à committer. Mon statut est propre, je vais pouvoir changer de branche. Donc la première commande que vous pouvez faire, c'est git branche. Ça vous permet tout simplement de lister les branches. Là, je n'ai qu'une seule branche, qui est la branche main. Alors chez vous, elle pourra s'appeler master. C'est juste que Git, pendant pas mal d'années, la branche principale s'appelait master. Depuis quelques temps, la branche principale s'appelle plutôt main, pour éviter le concept de master-slave, et de garder plutôt principal, puisque finalement c'est une branche principale.
À chaque fois, pour quitter quand vous êtes bloqué dans le terminal ici, donc avec Git, il faut utiliser Q pour sortir quand il y a marqué End. Donc maintenant que vous avez vu la liste de toutes les branches, vous allez pouvoir créer une nouvelle branche. Pour créer une nouvelle branche, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est de faire git branch develop. Maintenant, si je reliste mes branches, vous voyez que je suis bien sur main. Là, c'est là où j'ai la petite étoile et c'est en vert. Mais j'ai une nouvelle branche qui s'appelle develop. Si je souhaite aller dessus, je peux faire un git switch develop. La commande switch, c'est une commande qui permet de changer de branche. Maintenant, si je refais git branch, vous voyez que je ne suis plus dans main, je suis dans develop. En plus de ça, vous voyez que mon terminal à moi m'indique à chaque fois la branche sur laquelle je suis. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais également si jamais j'ai des modifications dans un fichier, mon terminal m'indique que là j'ai un fichier qui a été modifié et le point d'exclamation veut dire qu'il n'a pas été encore ajouté. Si je fais un git add index, vous voyez que là j'ai un fichier modifié et il est ajouté puisque j'ai un petit plus. Donc je vais enlever la modif. Et vous voyez que je n'ai plus de modification. Maintenant, la deuxième solution pour changer de branche, je vais d'abord revenir sur main. C'est de... Je vais aussi supprimer le develop parce que je vais créer à nouveau develop et vous montrer une nouvelle solution. C'est de faire git checkout-b develop. Git checkout, donc checkout, c'est une autre commande que switch pour changer de branche. Et en fait, checkout a un raccourci qui est -b, qui vous permet de dire je veux changer de branche, et si la branche n'existe pas, tu me la crées. Donc le -b dit en fait crée une nouvelle branche et va dedans. Donc là, si je fais checkout-b develop, vous voyez que automatiquement, je suis dans develop et il l'a créé, puisque du coup, tout à l'heure, je l'ai supprimé avec le -d. Donc git branche-d et le nom de la branche, ça permet de supprimer une branche. Et là, le checkout m'a permis, avec le -b, de switcher sur develop tout en la créant d'un coup. Donc ça fait une commande pour deux actions. Pour ce qui est de checkout et de switch, je vous conseille d'utiliser plutôt switch pour modifier la branche, tout simplement parce que une commande qui a trop de responsabilités, c'est une commande où il y a des potentiels risques d'erreur, surtout quand on débute. Switch ne permet que de switcher, donc c'est-à-dire qu'il ne permet que de changer de branche. Là où checkout vous permet non seulement de switcher, mais également de créer une branche. En plus, switch parle plus finalement dans son fonctionnement, puisqu'il permet de switcher, donc switch, on comprend tout de suite ce qu'on souhaite faire. Donc essayez d'utiliser un maximum switch et de créer les branches en amont. En décomposant, ça vous permet tout simplement aussi de faire consciemment les choses et de savoir ce que vous faites. Si on fait un git lg, maintenant vous voyez que main et develop sont au même endroit, donc sur le même commit. Et vous voyez que head est sur develop. Il n'est plus sur main. Si je fais un git switch main et que je refais un git lg, vous voyez que maintenant head est sur main et que develop et main sont au même endroit. Donc je reviens sur develop. Et on va faire une modif ici. Je fais mon commit. Commit in develop. Je fais mon git lg. Vous voyez que maintenant main est en retard. Il est un cran en arrière et vous avez develop. Je vais faire un deuxième commit. Voilà. Second commit in develop. Git lg. Hop, develop avance toujours. Main est toujours resté au même endroit puisque pour l'instant on n'a pas fait de modif dessus. Donc la nouvelle commande que l'on va voir, c'est la commande merge. Donc la commande merge, ça permet tout simplement de fusionner. Merge en anglais ça veut dire fusionner. Ça permet de fusionner donc deux branches en une seule. Donc c'est là où je vous montrais tout à l'heure dans l'autre projet,
par exemple, si vous souhaitez faire revenir une branche dans la partie main, ou si par exemple votre collègue vous dit, bah voilà, j'ai fini cette fonctionnalité, il faut que tu la rajoutes à ton projet, moi je vais prendre tes modifications et les mettre dans le mien, et bien en fait pour fusionner sa branche et la mienne, je vais faire un merge. Donc le merge fonctionne de deux manières différentes. La première manière, c'est en fusionnant les historiques. Donc la première chose avant de faire le merge, c'est d'aller sur la branche sur laquelle on veut rapatrier la branche. C'est-à-dire, je veux aller dans main et je vais dire à main, maintenant prends toutes les modifications de develop et fusionne avec ton historique. Donc je vais d'abord aller sur main. Je fais un git merge develop. Donc là, je dis à git, prends toutes les modifications de develop et mets-les dans main, puisque je suis actuellement dans main. Si je regarde maintenant, on voit que develop et main ont le même historique. Donc là, vous voyez que le commit in develop, il est aussi dans main maintenant, et le second commit in develop est également dans main. Mais maintenant, si on regarde, vous voyez que les deux historiques sont complètement fusionnés, donc ils ont le même historique. Je me remets dans develop, je fais une modif, je commit with no merge, je vais mettre historique merge. Si je fais mon LG, vous voyez que develop a de nouveau avancé de 2 commits, main est toujours là. Je vais donc retourner dans main, et cette fois-ci, au lieu de faire merge directement, ce que je vais faire, c'est lui rajouter une option qui est -no ff. No fast forward. Donc en fait, il ne va pas fusionner les historiques, mais il va fusionner quand même les modifications. Donc, si je le fais, ça va créer un nouveau commit qui sera et dans main et dans develop. Il vous propose par défaut un texte qui est merge branch develop. Donc en fait, ça explique qu'est-ce que ça fait. Ça merge develop dans main. Je peux même, si je veux le rajouter, merge branch develop in main, par exemple. Je ne suis pas obligé de le modifier. Je peux mettre le message par défaut. J'enregistre. Et donc maintenant, si je regarde mon historique, vous voyez que ici, j'étais sur une autre branche et l'historique a été fusionné, mais on voit toujours là où on était dans une autre branche. Et vous voyez que develop, lui, il est resté là. Et dans main, il y a un nouveau commit où il récupère les modifications qui sont dans develop. Donc, ce que je peux faire dans develop, puisque si je fais un LG, vous voyez que je n'ai plus main, puisque main est en avance maintenant sur develop. Donc en fait, on ne le voit plus, puisque comme il est en avance, develop ne connaît pas le futur, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le futur. Il ne peut pas voir que main, il ne peut plus voir main, puisque main est plus loin que lui. Donc ce que je peux faire, c'est faire un git rebase main. Alors, rebase est une nouvelle commande qu'on n'a pas encore vue. Ça veut dire rebase-toi, donc base-toi sur l'historique d'une autre branche. Donc en fait, merge permet de dire, voilà, moi je suis une branche, je suis en retard, je vais récupérer les modifications d'une autre branche et les fusionner avec les miennes. Rebase, c'est un peu le contraire, on va dire. Pas vraiment le contraire, mais on va dire que c'est le contraire. C'est je suis en retard et je veux rattraper une autre branche qui existe, donc base mon historique sur cette branche qui est en avance. Main est en avance, son historique est en avance, donc je vais rebaser l'historique de develop sur l'historique de main. Là maintenant, si on fait un git lg, vous voyez que develop et main maintenant sont sur le même commit, ils sont de nouveau au même niveau d'historique, et on voit toujours cet historique qui a été fait. Voilà. Là maintenant, vous avez vu les commandes principales de Git. Avec ces commandes-là, vous devriez pouvoir vous en sortir pour faire de l'historisation de votre projet.
Merci pour votre attention, on se retrouve dans le prochain chapitre pour voir quelle IDE installer pour pouvoir coder. C'était l'instructeur Guildo pour le Front de libération d'Internet.